Il y a eu davantage de problèmes de morale, pas seulement au niveau des troupes, mais aussi en mer. Nos forces déployées rencontrent plus de difficultés que beaucoup ne le pensaient. Les médias généralistes commencent maintenant à en parler. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, je veux commencer par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, car notre invité d'aujourd'hui, qui revient parmi nous, Steve Jeremy, ancien commodore britannique, a publié sur son Substack qu'il y a en réalité matière à l'optimisme, ou du moins qu'il existe un plan qui pourrait nourrir cet espoir s'il est suivi. Steve, tout d'abord, bienvenue à nouveau dans l'émission comme toujours. Oui, c'est bon d'être de retour, Danny. Ça fait plaisir de te voir. Je te parle depuis les Cornouailles ensoleillées et nous avons eu du soleil en Grande-Bretagne ces 2 derniers mois. Il y a donc un sentiment d'optimisme dans l'air, même si savoir si cela se reflète en Ukraine reste une question ouverte. Il faut bien commencer quelque part. Alors, on va commencer par la météo britannique. Mais passons tout de suite à votre article, dans lequel vous écrivez « L'esprit de Westphalie avec une pensée nouvelle ». Je suis heureux que vous mettiez cela en premier, parce que c'est absolument indispensable. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne pourraient contribuer à mettre fin à la guerre entre l'OTAN et la Russie. Vous écrivez qu'avec l'évolution du climat politique, il existe une occasion pour l'O3, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, de créer une coalition des sages plutôt qu'une coalition des volontaires, qui s'est plus justement révélée être une coalition de lemmings, et d'aider à mettre un terme à la guerre entre l'OTAN et la Russie. Il faudra une réflexion nouvelle, y compris en remettant en question la véritable valeur de l'OTAN. Waouh, c'est un sacré sujet. Mais l'enjeu pourrait être une sécurité durable dans notre maison européenne commune. Et j'ajouterais ceci, arrêtez aussi les tueries en Ukraine, qui sont tout simplement abominables. Qu'est-ce qui motive cette idée? Et quel type de réflexion nouvelle avez-vous en tête? Ce n'est pas une réflexion entièrement nouvelle pour moi, Danny, parce que j'ai écrit cet article en mars de l'année dernière. Mais le média où j'espérais le publier l'a jugé trop radical. Alors je me suis dit que j'allais tenter à nouveau et le publier cette fois sur mon Substack. Mais je pense que l'atmosphère est en train de changer. Et je pense que plusieurs éléments y contribuent, Danny, du point de vue du contexte stratégique. D'abord, nous savons, grâce à la stratégie de sécurité nationale, que les États-Unis se sont dans l'ensemble retirés de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Rubio parle de demande de nouvelles idées, mais pour l'essentiel, à ce que je vois, cela ne va pas au-delà de la poursuite de la fourniture de renseignements. Je veux dire, il y a peut-être certains néoconservateurs qui veulent remettre ça, mais j'aurais pensé que l'envie générale aux États-Unis de se réengager dans cette guerre et de la soutenir est vraiment, vraiment très faible. Voilà pour le premier élément de contexte. Le deuxième, je pense, c'est que nous commençons à voir, il est peut-être trop tôt pour le dire, Danny, un potentiel de changement chez des acteurs clés en Europe. Je pense en particulier au E3, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, que j'ai énumérés par ordre alphabétique, sans autre raison que celle-là. Au Royaume-Uni, nous avons un nouveau gouvernement ou plutôt un nouveau Premier ministre, Burnham, qui, selon Alistair Mercurius, et je n'ai aucune raison de douter d'Alistair sur ce point, semble beaucoup moins chaleureux envers Zelensky que ne l'était Starmer. Et il a été nommé avec un mandat qui ne comporte rien sur un leadership explicite en Europe. Deuxièmement, Macron, bien sûr, arrive vers la fin de son mandat. Il a toutefois conservé des liens avec Poutine et il a été l'un des rares dirigeants européens prêts à parler avec lui. Enfin, et ce n'est pas le moindre point, il y a Merz. Ce n'est pas tant la question de savoir si Merz est ou non intéressé par des discussions ou par l'ouverture de relations diplomatiques avec la Russie.
C'est surtout qu'il est confronté à une AfD qui monte dans les sondages et qui est désormais donnée au-dessus de la CDU. Il fait maintenant face à une AfD qui parle explicitement de renouer avec la Russie. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est possible de voir les choses autrement et que l'Europe pourrait peut-être commencer à prendre les devants. Ce que dit la stratégie de sécurité nationale, c'est que l'Europe arrive environ en 5e position dans la liste des priorités des États-Unis. Ça me paraît juste. C'est là où Je vais revenir sur votre question. Pardon, avant de passer à autre chose. Vous parlez de l'E3 et du nouveau Premier ministre, Andy Burnham. Il y a quelques jours, des médias ukrainiens ont rapporté que le Royaume-Uni était prêt à rétablir des liens avec le Kremlin, mais avec une condition. Selon eux, cela ferait suite à un incident dangereux dans la Manche. Mais le fait même qu'ils soient disposés à discuter semble être l'élément le plus marquant. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, Danny. Je pense que ça n'a rien à voir avec le prétendu incident dangereux dans la Manche, qui a été monté en épingle de façon totalement disproportionnée. Ce n'était pas un incident dangereux, c'était ce que j'appellerais un incident relevant des règles de navigation. Et je pense que ça se situait vraiment au niveau tactique et que c'est réglé depuis longtemps maintenant. Mais il y a déjà eu un article de Bloomberg, je crois que c'était le mois dernier, je l'ai cité dans l'article. Il mentionnait 3 acteurs non politiques, mais en réalité, des acteurs qui jouissent d'une fiabilité établie depuis très très longtemps, si je puis dire. Ou plutôt, quel est le mot? Il y a des diplomates potentiels qui ont participé à des discussions secrètes, pas si secrètes que ça, visiblement, selon Bloomberg, à Vienne avec des acteurs non politiques russes. Ça, je trouve ça intéressant. Ça me surprendrait pas s'il y avait davantage derrière tout ça. C'est notre ami commun, Ian Proud, Danny, lui-même diplomate, qui m'a transmis cette information. Et le représentant britannique dans cette affaire, c'était Tim Barrow. Tim Barrow a auparavant été ambassadeur en Ukraine, ambassadeur auprès de l'Union européenne, et c'est un diplomate britannique très estimé. Il connaît très bien la Russie, très bien l'Ukraine et très bien l'Union européenne. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Il siège désormais à la Chambre des Lords, qui est notre autre chambre. Donc, même si cela n'est peut-être pas officiellement avalisé, ça ne me surprendrait pas que de manière officieuse cela soutienne ces premiers échanges. Je pense donc que c'est la réponse à la question. Je pense qu'il se passe quelque chose. Et le fait est que cela se passe au sein de l'E3. Quand j'ai écrit l'article, Danny, je l'ai écrit sans le savoir, mais c'est Ian Proud qui m'en a informé. Et je parlais déjà de l'E3 et de ce qui me semblait être la situation dans laquelle l'E3 se trouve désormais. Avec l'évolution du contexte, il est tout à fait logique de repenser réellement cette question. Nous savons que les États-Unis se sont retirés pour l'essentiel. Nous savons que la dynamique évolue légèrement. Nous savons que les Russes poursuivent leur avancée sur le champ de bataille de manière très méthodique, mais décisive, et qu'ils sont sur le point de s'emparer de l'une des dernières villes forteresses. Nous savons que nous ne pouvons pas défendre le ciel de l'Ukraine, ni d'ailleurs le ciel de l'Europe, et qu'il y a un risque lié à cela. Et enfin, mais ce n'est pas le moins important, l'Europe est aujourd'hui confrontée à une crise énergétique, tout comme vous aux États-Unis et l'Extrême-Orient. Et en maintenant certaines des politiques que nous maintenons, notamment les sanctions contre le pétrole et le gaz russe, nous nous plaçons en réalité dans une situation bien plus vulnérable que celle dans laquelle nous nous trouvons déjà. Et nous sommes déjà dans une situation vulnérable. Donc pour toutes ces raisons, Danny, je pense que nous sommes dans un contexte stratégique qui a changé.
Et je pense que ce contexte stratégique changé offre l'occasion de recommencer à réfléchir. Je soupçonne que ça va empirer, Danny, parce que je pense qu'en réalité, à mesure que la crise énergétique commencera vraiment à se faire sentir, les gens penseront moins à la guerre. Ils auront moins envie d'investir des sommes énormes dans une guerre contre la Russie que nous ne pouvons pas gagner. Et ils s'intéresseront beaucoup plus à la manière dont nous allons réussir à faire face à une crise énergétique qui va forcément nous frapper économiquement et qui va forcément réduire notre marge de manœuvre budgétaire dans les 3 États, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, quelle est cette nouvelle façon de penser que cette ouverture pourrait inaugurer? Mon raisonnement est assez simple. Il commence par distinguer les 2 institutions que sont l'Union européenne et l'OTAN, qui semblent toutes 2 avoir intérêt à ce que la guerre se poursuive. On le voit dans leur manière d'agir. Et puis il y a 3 grands États souverains, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui semblent de plus en plus avoir intérêt à mettre fin à la guerre. D'ailleurs, si les premiers contacts entre la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont révélateurs, il se peut que des mécanismes soient déjà à l'œuvre sur cette base. Je pense donc que c'est là le premier élément de cette nouvelle réflexion. Et la deuxième chose, c'est de vraiment examiner quelles sont les exigences fondamentales des Russes. Tout tourne autour d'une architecture de sécurité européenne commune et de la manière d'y parvenir à terme. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin à la guerre et d'assurer la sécurité de la Russie. À plus long terme, les Russes n'ont cessé de défendre la nécessité d'une architecture de sécurité européenne commune. Dans l'article, j'ai aussi examiné de très près l'OTAN. Et si je l'ai fait, c'est parce que je pense que l'OTAN s'est révélée incapable de vaincre la menace qu'elle avait été conçue pour combattre. Le fait est, l'OTAN a été conçue pour maintenir la paix en Europe. Et nous avons eu une guerre en Europe. Donc, l'OTAN a échoué. C'est une chose simple à dire, mais c'est vrai. Et puis, comme vous vous en souvenez probablement d'un article que j'ai écrit, je crois il y a environ 18 mois pour Responsible Statecraft, l'OTAN ne pourrait pas vaincre la Russie si elle se retrouvait aujourd'hui en guerre avec elle. Alors cela m'a conduit à examiner réellement l'OTAN et à y réfléchir. Et ce qui paraît également clair, c'est que l'OTAN est, en fin de compte, la cause de la guerre. C'est l'élargissement de l'OTAN qui a provoqué la guerre. Mais chose intéressante, c'est aussi la poursuite de l'OTAN qui constitue l'un des principaux obstacles à la fin de la guerre. Cela m'a donc amené, à mon tour, à m'intéresser à l'OTAN. Et quand on regarde le bilan de l'OTAN, je veux dire, c'était une bonne organisation pendant la guerre froide. Mais après la guerre froide, qu'avons-nous eu? Nous avons eu le Kosovo, où la légitimité ou non d'intervenir au Kosovo ou d'attaquer la Serbie, ce qui au final a été mené par les États-Unis et non par les forces de l'OTAN, était une légitimité bien plus faible que celle invoquée par les Russes pour l'opération militaire spéciale. Ensuite, comme vous et moi ne le savons que trop bien, il y a eu 2 décennies d'opérations en Afghanistan, où l'OTAN, cette soi-disant alliance invincible, et la plus grande alliance de tous les temps, n'a pas réussi à vaincre les talibans. Je veux dire, c'est pour ça que, quand on regarde la situation actuelle, où l'OTAN a une fois de plus démontré son échec, il faut se poser la question suivante. Si l'OTAN ne peut pas faire partie de la situation d'après-guerre, et que les Russes ont clairement dit qu'ils n'accepteraient pas l'OTAN en Ukraine, si l'OTAN ne peut pas faire partie de la situation d'après-guerre froide, et que la Russie cherche une architecture de sécurité à long terme, dont l'OTAN ne peut clairement pas faire partie, à quoi sert l'OTAN? À quoi sert l'OTAN? Et je le pense avec encore plus de force,
parce que je crois qu'il faudrait investir énormément pour ramener l'OTAN à un niveau où nous pourrions effectivement dissuader la Russie, si tant est que ce soit une bonne idée. Et je pense qu'on parle de 10 ans. Steve, laissez-moi vous poser une question, parce qu'il y a certaines choses qui commencent à émerger et à se préciser, dont je n'ai entendu personne d'autre parler. Pourtant, nous devrions clairement en parler, surtout dans le contexte de ce que vous dites. L'OTAN n'a pas réussi à vaincre la Russie. Il y a eu, voyons, je crois que c'était soit la semaine dernière, soit celle d'avant, où nous avons diffusé un extrait de Sean Bell sur Sky News. Het parling de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme Zenelad. Et puis il a fait un commentaire. Et d'ailleurs, il a d'abord commencé à parler du Royaume-Uni. En gros, nous n'avons plus de défense aérienne en Europe. Aucune défense aérienne efficace contre la Russie. Pas de défense aérienne. Ce n'est pas qu'il manquait de missiles intercepteurs. Il a dit que fondamentalement, nous n'en avions pas du tout. Et cela correspond à ce que nous avions vu il y a plus de 2 ans, lorsqu'il avait été admis que nous disposions d'environ 5% de ce dont nous avions besoin. Mais maintenant, on commence à le voir. C'est particulièrement visible dans la guerre contre l'Iran, mais aussi désormais en Ukraine. Peut-être que cela a toujours été le cas, mais que c'était caché. Les systèmes sur lesquels nous avons totalement fondé notre défense aérienne, les missiles PAC-3 et les missiles intercepteurs THAAD, ont un taux d'interception extrêmement faible. Et maintenant, même cela commence à manquer parce qu'ils sont tellement coûteux. Ce qui signifie en gros que la manière dont l'OTAN s'est financée, la façon dont elle s'est structurée sur le plan technologique, puis la façon dont sur le plan géopolitique, elle s'est rapprochée de la Russie, nous a littéralement conduit à une situation où s'il y avait un conflit, la Russie, avec ses systèmes S-3, S-4 et S-500, a une certaine efficacité contre certains de nos missiles. Mais elle en a beaucoup plus de son côté, et beaucoup plus d'intercepteurs que nous. Et s'il y avait une guerre aérienne, nous serions écrasés. Rien que cela me dit qu'il y a un problème majeur dans l'orientation intellectuelle de l'OTAN et dans sa réflexion géopolitique. Vous le voyez comment? Je le vois exactement comme ça. Sean Bell est un ancien aviateur. Je crois qu'il est ancien Air Vice Marshal, ce qui correspond à un major général 2 étoiles dans l'armée de l'air américaine. Mais le fait qu'il dise cela, c'est un sujet sur lequel j'ai écrit, je crois, il y a 3 ou 4 semaines, Daniel. Ça s'appelait « Les principes de la défense aérienne ». Comme vous le savez, j'étais dans la défense aérienne. J'étais commandant d'un navire de défense aérienne, donc c'est un domaine que je connais assez bien. Mais la vérité, c'est que non seulement nous n'avons pas les capacités nécessaires en termes de missiles et de missiles individuels capables de faire réellement le travail, ni les volumes dont nous avons besoin, mais nous n'avons pas non plus tout le système global nécessaire pour y parvenir. Et bien sûr, Danny, ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des attaques de missiles balistiques conventionnels et de missiles hypersoniques contre lesquels nous n'avons aucune défense. Ils arrivent aussi en saturation, à des niveaux de saturation tels que même si nous avions des armes capables de les intercepter, il serait presque impossible de les contrer. Si vous vous souvenez de l'époque de Space Invaders, avec ces choses qui descendaient du ciel, imaginez que soudainement, vous soyez confronté non pas à 1 ou 2 choses qui tombent du ciel, comme c'était autrefois le cas en défense aérienne, mais à 100. Vous en avez environ 100. Comment diable peut-on faire face à un tel niveau? Je veux dire que la défense aérienne, c'est un combat qui se joue très vite, et il faut réagir rapidement. Et quand on voit les niveaux de saturation auxquels on assiste dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, surtout contre l'Ukraine, ils sont impossibles à contrer, même si l'Ukraine disposait de PAC-3
et qu'ils étaient efficaces. À mon avis, à moins qu'elle n'ait beaucoup plus d'armes qu'il n'en existe réellement dans le monde entier, ce serait impossible à défendre. Et même dans ce cas, ce serait très difficile. Alors oui, je suis ravi de voir quelqu'un comme Son Bell dire ça à la télévision nationale, parce que c'est le genre de choses que les responsables politiques doivent entendre, surtout quand ils envisagent d'envoyer des armes plus puissantes contre la Russie, alors même que la Russie a dit « nous n'avons pas écarté l'option de représailles ». Pour moi, c'est un avertissement clair. Donc oui, c'est une bonne nouvelle que cela commence à apparaître dans le débat public et dans les médias occidentaux grand public, parce que c'est évident, mais c'est aussi une lacune critique. Et c'est une autre raison, je pense, de recommencer à réfléchir à la diplomatie, Danny, comme vous et moi, et tant d'autres en avons parlé. Pourquoi est-ce si difficile? Oui, bon, l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est qu'au niveau des élites, il y a toujours un refus catégorique de reconnaître cette nécessité. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Voici Victoria Coates, qui disait à la télévision américaine, il y a quelques jours, à la lumière de tout ce dont nous venons de parler, sur l'inefficacité des systèmes de missiles PAC-3 et THAAD, et sur le fait qu'ils ne sont pas si efficaces que ça, même quand on les a. Et au passage, nous avons déjà utilisé environ 1500 PAC-3, et il ne nous en reste de toute façon qu'un très petit nombre. Il y a ce nouveau budget massif de 1500 milliards de dollars pour la défense, pour l'exercice budgétaire 2027. Pour une seule année, 1500 milliards de dollars pour la défense. Et apparemment, l'élément phare de ce budget, ce sont davantage de missiles THAAD et davantage de PAC-3. De nouvelles demandes budgétaires des forces armées prévoient près de 14 000 nouveaux missiles et plus de 850 intercepteurs THAAD pour la seule année 2027. C'est une forte hausse, alors que les États-Unis cherchent à reconstituer des stocks épuisés et à renforcer leur préparation militaire. Nous devons réellement affecter cet argent aux bonnes priorités, à ce dont nous allons avoir besoin pour mener les guerres dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui. Donc oui, je pense que le président a eu raison de demander 1500 milliards de dollars pour le budget de la défense de cette année. Nous avons le NDA en main. Maintenant, commençons à affecter ces fonds pour pouvoir lancer ce renforcement. Quand vous parlez d'une possible ouverture à de nouvelles idées, franchement, il va falloir prendre un pied de biche et forcer ce truc à s'ouvrir un peu plus et un peu plus vite. Parce que les élites qui sont encore là disent « Hey, écoutez, je sais que rien de tout ça n'a marché par le passé. C'est juste qu'on n'en avait pas assez. Alors faisons encore davantage de la même chose qui n'a pas marché et dépensons tout cet argent pour l'avenir. » Et soit dit en passant, là, on parle d'un délai de 7 ans. Donc quoi, 2031, quelque chose comme ça, c'est l'échéance visée. Ils essayent donc de nous engager sur le long terme dans quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous répondez à ça en tant que défenseur de l'environnement? Oui, enfin, en tant que spécialiste de la défense aérienne, je pense que ce serait une bonne idée qu'ils examinent réellement la gestion du programme et le calendrier. Parce que s'ils ne disposent enfin de tous les systèmes nécessaires qu'en 2031, que se passe-t-il entre-temps? Et puis, est-ce que quelqu'un s'attend vraiment à ce que la Russie, la Chine ou l'Iran restent les bras croisés à attendre que nous soyons prêts à faire la guerre? C'est bien la dernière chose qu'ils feront. Je pense que l'idée selon laquelle nous allons réellement être prêts à faire la guerre, et pour être honnête, j'aimerais aussi beaucoup entendre Ted Postol sur ce sujet, notamment parce que j'ai un point de vue opérationnel en tant que spécialiste de la défense aérienne. Lui a un point de vue technique en tant que spécialiste technique.
Mais entre nous, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup de mal, même en 2031, à disposer d'un système capable de faire face au niveau d'attaque par saturation qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Je peux me tromper, mais je pense qu'on est vraiment en difficulté. Et ce n'est pas seulement une question de missiles, c'est aussi une question de radar, d'intégration des systèmes. C'était très intéressant, non? De voir que l'une des premières choses que les Iraniens ont faites a été de neutraliser les radars THAAD et d'autres radars, rendant de fait les défenseurs aériens américains en Iran aveugles, ou à moitié aveugles, si vous voulez. Et ils l'ont fait pour une raison précise. La défense aérienne est un combat intégré. Il faut pouvoir disposer d'une très bonne compréhension de ce qu'on appelle la situation aérienne reconnue. Être capable de voir if a system works through my case. Donc, c'est une chose d'avoir les missiles, même si on arrive à les faire fonctionner. C'en est une autre de les intégrer dans un système où l'ensemble fonctionne comme un système sans avoir de fuite, comme on les appelait autrefois, ni d'éléments qui finiraient par détruire le système. Vous savez, il faudra encore beaucoup de temps avant que nous ayons cette capacité. Et il est loin d'être évident, à mes yeux, que même si nous commencions à développer ces capacités sous la direction des États-Unis, soyons honnêtes, les Russes, les Chinois et les Iraniens ne puissent pas réagir plus vite que nous ne serions capables de construire concrètement ce dispositif. Pour moi, cela ressemble donc à une course aux armements dont la pertinence est discutable et dans laquelle nous pourrions en quelque sorte les rattraper vers le milieu des années 2030. Voilà le problème, à mes yeux. On essaie de se lancer dans une course aux armements du genre. Allez, construisons plus de cuirassés et créons davantage d'escadrons de cavalerie à cheval. Peut-être que c'est ce qu'on devrait faire, compte tenu du monde qui nous entoure. Mais enfin, ça paraît insensé. Juste pour bien comprendre, les PAC 3 et les PAC 2 qui les ont précédés, cette technologie a commencé à être déployée en 1990. Cela veut donc dire qu'elle reposait sur des technologies des années 70 et 80, celles qui existaient à l'époque et qui avaient été conçues pour la constituer. Je veux dire, aujourd'hui, pour voir certaines de ces choses-là, autant aller dans un musée. Alors que les Russes ont, vous savez, toutes sortes de nouvelles catégories d'armes hypersoniques. La Chine développe de nouvelles armes. La Russie est maintenant dopée à bloc pour développer de nouvelles capacités dans ce domaine. Et toute cette technologie n'a même pas fonctionné contre ce qu'on avait, vous savez, en 2022. Est-ce qu'on ne devrait pas, même si vous êtes un va-t-en-guerre, dire « D'accord, stoppons ces conneries qui ne marchent pas et trouvons quelque chose qui va marcher avec la technologie d'aujourd'hui, pas avec celle d'il y a 30 ou 40 ans. » Oui. Oui, enfin, je pense que c'est presque impossible à faire, dans la mesure où le simple fait est que les Russes, les Iraniens et les Chinois ont au moins 5 ans d'avance sur nous, et probablement 10. Et une partie de la raison, bien sûr, c'est le retrait unilatéral de tant de négociations sur la limitation des armes nucléaires. Là encore, Poutine avait averti, je crois que c'était les États-Unis, je ne me souviens plus qui était président à l'époque, Dany, il les avait prévenus et avait dit « Nous serons contraints de répondre ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont répondu exactement comme ils l'avaient annoncé. Et nous sommes maintenant dans une situation où je dirais ils ont au moins 5 ans d'avance sur nous. N'oublions pas non plus qu'il y a là un autre aspect doctrinal. Par le passé, l'Occident a considéré que la bataille aérienne se résumait essentiellement à des combats entre les chevaliers du ciel, dans leurs avions de chasse rapides, F-22, Eurofighter, F-35, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, les Russes et les Chinois, puis plus récemment les Iraniens,
ont adopté une approche bien plus intégrée. Et ils ont toujours disposé de forces de missiles, contrairement à nous. C'est donc pas quelque chose de nouveau pour eux. Leur approche est beaucoup plus cohérente sur le plan doctrinal que la nôtre. Je pense qu'il est temps de prendre du recul et de dire, voilà, c'est un changement opérationnel majeur dans la puissance militaire et dans la manière dont elle est projetée. Et je pense qu'il faudra beaucoup de temps aux États-Unis pour réellement s'en remettre. En substance, Dan, cela nous empêche de déployer des porte-avions, parce que nous avons peur qu'ils soient frappés. Mais cela éloigne aussi les gens des bases aériennes pour les déploiements. Et cela oblige à repenser les opérations terrestres. Parce que si vous menez une opération terrestre ou une opération amphibie, qu'arrive-t-il à vos zones de mobilisation? À quel point sont-ils sûrs si vous ne pouvez pas vous défendre contre des armes conventionnelles, qu'il s'agisse de missiles balistiques conventionnels ou de missiles hypersoniques conventionnels? Cela signifie, je pense, que toute l'idée de la projection de puissance occidentale est en train d'être remise en question et que cela devient de plus en plus difficile. Et je pense que nous n'avons pas encore vu l'aboutissement, mais il serait très intéressant de voir comment les choses se déroulent en Iran. Eh bien, laissez-moi vous montrer encore un exemple qui prouve qu'on n'est même pas sur la bonne voie, s'il y a une ouverture et des idées pour repenser les choses. Si je dis qu'il nous faut un pied de biche, c'est parce que ceux qui sont au sommet sont toujours complètement dans le déni de la réalité. L'extrait sonore que je viens de vous montrer, c'était que dire de ce monsieur ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui affirme « L'Ukraine pourrait détruire tous les missiles balistiques russes si les États-Unis vendaient seulement 10% de leur stock de missiles patriotes à Kiev. » Enfin, s'il y a bien une preuve supplémentaire que quelqu'un est sous l'effet d'une drogue hallucinogène très puissante, elle est là. Quelle logique pourrait-on même feindre d'invoquer pour dire qu'une défense aérienne va détruire l'offensive aérienne de l'autre camp? Et pourtant, c'est bien ce qu'il a dit. Je veux dire, l'exemple le plus simple ici, c'est l'Iran. Et vous savez, il y a sur place des batteries américaines, probablement servies par les personnes les mieux formées à l'utilisation de ces armes. Et toutes peinent face aux attaques conventionnelles iraniennes, utilisant des drones, des missiles hypersoniques, des drones, pense-t-on, utilisant des missiles balistiques conventionnels. Tout cela met en échec la meilleure équipe américaine en matière de défense aérienne et la contraint à se replier du Golfe jusqu'en Jordanie, où elle a de nouveau été attaquée, et même jusqu'en Israël. Et qui sait ce qui se passerait si les attaques reprenaient? Parce que ça ne me surprendrait pas du tout que le site israélien vers lequel les Américains se sont en fait repliés, et c'est bien un repli à mon avis, soit lui aussi vulnérable. Donc si les États-Unis, qui disposent probablement de l'équipe la mieux entraînée, des bons radars et de tous les systèmes qu'on puisse fournir au mieux, ne sont pas capables de se défendre contre l'Iran, qui est une puissance bien plus petite que la Russie, pourquoi pensons-nous que les Ukrainiens, avec 10% des batteries de missiles, pourraient vaincre une puissance beaucoup plus grande, avec des niveaux de saturation bien plus élevés? Vous avez entre 500 et 1000 armes par frappe. Vous savez, c'est délirant, Danny, comme vous le dites. Et je pense qu'on peut écarter cela comme une illusion. La seule question, à mes yeux, est de savoir si cela vient de la tête de Zelensky ou de quelqu'un d'autre qui le conseille. Je dirais que cela vient de Zelensky, parce que je ne peux pas imaginer un conseiller lui dire cela, à moins qu'il ne le fasse précisément pour demander aux Américains de leur fournir davantage de missiles. Et je ne vois pas pourquoi nous ferions ça, alors que nous en avons déjà peu.
Je veux dire, le président Trump lui-même, depuis le bureau ovale il y a quelques semaines, a été interrogé là-dessus. Et il a dit, ouais mec, on a besoin de nos propres missiles. Donc Biden, lui, en a déjà donné trop, de toute façon. Alors, je ne sais pas si, je pense qu'il fait fausse route sur ce point. Mais sur un autre point où il fait fausse route, il a dit aussi d'ailleurs, il y a quelques jours, que la Russie pourrait lancer jusqu'à 200 missiles balistiques dans une seule attaque. Et d'après une analyse que j'ai faite plus tôt aujourd'hui, ce n'est peut-être pas si loin de la réalité, parce que ça s'appuie sur des sources ouvertes. Cela pourrait être bien plus puissant que ça. Je ne sais pas. Mais la Russie fabrique entre 100 et 170 types différents de missiles balistiques à longue portée ou de missiles de croisière. Donc, la Russie, comme elle n'en utilise pas autant chaque jour, c'est ce qu'elle produit chaque mois. Et il n'est pas du tout déraisonnable de penser qu'il pourrait en frapper une partie. Et comme on le voit déjà sur le terrain, ceci vient de Yulia Mendel, ancienne attachée de presse de Zelensky, qui est partie, écœurée après 2 ou 3 ans. Elle a dit, il ne cesse de vous dire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se passe très bien. Pendant ce temps, à Ternopil, dans le nord de l'Ukraine, les forces russes frappent délibérément des stations-service, des entrepôts, des plateformes logistiques qui permettent aux gens ordinaires de se nourrir et de se déplacer. Le chef de la police locale dit simplement que l'intensité ne va faire qu'augmenter. On ne voit aucune fin en vue. Et quand on n'a pas de défense aérienne, que ce soit au front, dans la profondeur opérationnelle, dans la capitale, face aux bombes planantes, aux drones, aux missiles, et ainsi de suite. Ils ont un peu de moyens contre les drones, mais pas tant que ça. Face à certains de ces autres moyens, ils ont littéralement rien. Comment qui que ce soit peut-il continuer à soutenir une guerre? Je parle surtout de l'Ukraine et de l'Europe. Enfin, ce ne sont que des mathématiques et de la simple logistique. Nous ne l'avons pas, la Russie si. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, ce qui va se passer, c'est que les Ukrainiens vont perdre. Et la seule question n'est pas de savoir si, mais quand. Je veux dire, ces attaques contre les stations-service, à ce que je peux voir, et vous aurez probablement aussi un éclairage là-dessus, Danny, en tant que militaire, ces attaques contre les stations-service sont tactiques, à ce que je peux voir, dans la mesure où elles visent les stations-service situées à l'ouest de la ligne de contact. Donc, elles se trouvent dans les 4 oblasts à l'ouest de ceux que la Russie et l'Ukraine se disputent actuellement. Elles ont un objectif très simple. Réduire le niveau des approvisionnements en diesel, qui est le carburant essentiel destiné à l'infrastructure militaire ukrainienne. Je crois vous avoir déjà mentionné le chiffre qui m'avait sidéré en Afghanistan. En Ukraine, ce ne serait pas aussi grave. Mais le chiffre qui m'a sidéré en Afghanistan, c'est que pour chaque gallon ou litre de diesel que nous livrions à l'une des 4 bases, il fallait en utiliser 400 gallons ou litres de diesel pour l'y acheminer. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la guerre est énergivore. Et bien sûr, le principal carburant des opérations terrestres, c'est le diesel. Il alimente les canons automoteurs. Il alimente les véhicules, les chars de combat principaux qui sont utilisés. Il alimente à peu près toutes sortes de moyens de transport, à 1 ou 2 exceptions près, peut-être les voitures civiles qui ont été réquisitionnées. C'est donc pour ça que les Russes font cela. Je pense qu'ils le font essentiellement pour réduire de manière significative la capacité de l'armée ukrainienne à se déplacer, à se redéployer et à se déployer. La même chose s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une des raisons, par exemple, pour lesquelles les convois arctiques britanniques, durant la Seconde Guerre mondiale, étaient plus sûrs dans la seconde moitié de la guerre, c'est que les Allemands n'avaient pas assez de carburant pour envoyer le Tirpitz et d'autres cuirassés
les intercepter. Ils avaient vraiment beaucoup de difficultés. Et puis, bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles les Japonais ont eu tant de mal pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les sous-marins américains avaient très efficacement coupé leurs approvisionnements venant d'Indochine. Vers la fin de la guerre, les Japonais étaient vraiment en grande difficulté. Alors, si vous pouvez me dire comment faire la guerre sans d'importantes réserves de diesel, de distillats moyens, de kérosène pour faire voler les avions à réaction, je vous écoute. Mais je peux vous dire ce que vous n'utiliserez pas. Des panneaux solaires et des énergies renouvelables provenant de ce secteur. Oui, ils peuvent nous aider sur le plan intérieur, mais ils ne vont pas beaucoup servir à faire la guerre. Écoutez, l'une des dernières choses dont je veux parler avant de terminer, et c'est un peu votre domaine d'expertise, c'est qu'il y a eu des informations selon lesquelles les conditions à bord des porte-avions américains en mer, certains depuis plus de 250 jours, suscitent beaucoup d'inquiétudes. Nous avons reçu Larry Johnson aujourd'hui. Il avait obtenu des informations directes, anecdotiques, de la part de certaines personnes avec qui il s'entretient. Et CNN a rapporté, juste avant notre émission, qu'un militaire s'était suicidé en sautant par-dessus bord. Apparemment, pas mal d'autres ont essayé. Il y a un gros problème de morale à bord de ces navires. Évidemment, ce ne sont là que 2 des cas dont vous et Larry parliez. Mais j'aimerais que vous nous donniez une idée plus précise. Parce que, quand on entend simplement qu'il y a un problème de morale, beaucoup de gens se disent « D'accord, c'est pénible, mais vous êtes en guerre. C'est pour ça que vous vous êtes engagé. Vous allez serrer les dents et passer à autre chose. Ce n'est pas un problème. » Mais quand on parle d'une période aussi longue en mer, je me demande en tant que personne ayant été déployée au combat à bord de navires, comment est-ce que cela se passe? Et qu'est-ce qui vous inquiète? Je serais surtout préoccupé par la durée totale de ce déploiement. 250 jours, c'est très 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 long en mer. Parmi les principaux navires de guerre envoyés pendant la guerre des Malouines, j'étais à bord du HMS Invincible et nous avons passé 166 jours consécutifs en mer. À l'époque, c'était le record pour le déploiement opérationnel d'un porte-avions. Durant la seconde moitié de l'opération, nous n'étions heureusement plus en guerre. Nous avions un capitaine exceptionnel et une équipe très très solide, donc le moral était généralement plutôt bon. Mais malgré cela, 250 jours, c'est énormément de temps en mer, surtout sans aucune escale à terre. Donc je ne suis pas entièrement surpris, même si cette nouvelle m'attriste, Danny. Mais maintenir ces navires déployés en première ligne, surtout avec des menaces qui augmentent puis diminuent, mais qui restent présentes en permanence. Ça ne me surprend pas. Enfin, il me semble qu'il aurait fallu faire une relève. Et par le passé, quand les États-Unis disposaient de davantage de porte-avions, je suppose qu'ils auraient fait tourner les porte-avions. C'est ce qui se faisait au Vietnam. Cela se faisait aussi ailleurs. Donc normalement, vous savez, 6 mois serait une bonne durée maximale. Mais en réalité, les déploiements des porte-avions américains sont assez longs aujourd'hui. Donc 9 mois. 9 mois avec de courtes escales, c'est une chose. 250 jours sans aucune escale à terre pendant toute la période, c'en est une toute autre. Donc ça ne me surprend pas complètement qu'ils aient connu des problèmes de morale. Cela dépend beaucoup du commandement. Avec un commandement vraiment exceptionnel, ça peut faire la différence. Mais je pense que n'importe quel commandant de navire, même avec les meilleurs chefs de service, aurait du mal si son bâtiment était déployé aussi longtemps, aussi loin, surtout avec l'incertitude de la mission. Vous savez, qui sait quand cela va changer? Qui sait quel sera le roulement? Qui croit vraiment à cette cause? Parce que je ne peux pas croire que les marins à bord des porte-avions n'aient pas accès à des gens comme vous, moi et d'autres,
ni à des déclarations dont ils savent, puisqu'ils sont en première ligne, qu'elles n'ont absolument aucun sens. J'imagine donc que cela pourrait faire partie du problème de morale. C'est un autre changement, je suppose. Avec les médias modernes autrefois, quand on partait en mer, on n'avait pas vraiment beaucoup de nouvelles, à part le BBC World Service. On l'écoutait parfois dans l'avion quand on s'ennuyait pendant les opérations de lutte anti-sous-marine. On pouvait le capter à 8000 milles de distance. Mais avec les médias modernes, tout va tellement vite et c'est tellement intense que j'imagine que cela a pu être un autre facteur dans les préoccupations concernant le moral. Mais j'écouterai avec beaucoup d'intérêt les retours de Larry Johnson. Oui, et je peux même vous le dire par expérience personnelle. En 1991, quand nous avons combattu l'Irak lors de l'opération Tempête du désert, surtout en tant que sous-lieutenant, j'étais totalement engagé. Et je me disais, regardez, l'Irak a attaqué le Koweït. Ils menaçaient d'entrer en Arabie Saoudite. Ils auraient pu couper le pétrole que la plus grande partie du monde utilisait à l'époque. Je croyais à cette mission, à ce moment-là. Nous avions le sentiment d'être dans notre droit, et tout ça. Il n'y avait aucun prix que nous n'aurions pas été prêts à payer. Lors de mon dernier déploiement au combat, en 2010-2011, plus personne ne croyait à la mission. Beaucoup des gars à qui j'ai parlé sur la ligne de front, lors de mes déplacements à travers le pays, n'y croyaient pas non plus. Et ils m'ont expliqué très clairement pourquoi. En gros, ça donnait ceci. Écoutez, on va exécuter la mission qu'on nous confie, mais notre priorité, c'est de ne faire tuer personne pour pouvoir rentrer chez nous. Il n'y avait même pas, ne serait-ce qu'en théorie, l'idée qu'on allait sauver le monde pour la démocratie, ou toutes ces conneries-là. Ils voulaient simplement rentrer vivants. Alors, ils allaient faire le minimum nécessaire pour ne pas mettre les soldats en danger, et ainsi de suite. Et bien sûr, très souvent, ça provoque aussi des pertes. Mais ça ne fait rien pour le pays. Et c'est du gâchis chaque fois qu'un homme y perd la vie pour cette raison. Je crois que c'est ce que les politiques ne comprennent souvent pas. Ils pensent qu'on est en quelque sorte des militaires par vocation. C'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. La cause compte. Si vous vous battez pour une cause, ça fait en réalité une énorme différence. En revanche, si vous vous battez pour quelque chose où la stratégie, comme vous et moi le savons tous les deux, il n'y en avait pas en Afghanistan, est floue, oui, au bout d'un moment, ça use les gens. Je suis un grand admirateur des Royal Marines, parmi les meilleurs fantassins légers au monde, et je me souviens d'avoir parlé à des amis vers la fin du fiasco afghan. C'est ainsi que je le considère aujourd'hui, et même eux commençaient à se fatiguer. Ils sont extrêmement bien entraînés, mais ils commencent à être fatigués. Et quand vous repartez pour une nouvelle rotation, que vous passez encore plus de temps dans la zone dangereuse, et que vous avez des collègues qui ont perdu des jambes dans des explosions, d'autres qui ont été tués, des gens en rééducation, vous savez, il arrive un moment où, surtout si votre cause est au mieux incertaine, et au pire vouée à l'échec et illogique, il devient vraiment difficile de maintenir le moral dans ce genre de circonstances. Donc je pense que c'est quelque chose que vous et moi avons tous les deux vu et compris. Et je repense au fait de me promener simplement dans Kaboul et d'aller au cimetière militaire britannique. 451 personnes tuées pendant cette période. Dans l'ensemble, ce chiffre ne paraît peut-être pas énorme comparé à certaines guerres qui ont été menées, ou à ce qui se passe en Iran par exemple, et à ce qui se passe en Afghanistan, en Ukraine. Mais vous savez, chacune de ces vies perdues est une vie qui n'avait pas besoin d'être perdue, et une famille qui n'avait pas besoin d'être blessée. Donc vous savez, la guerre, c'est quelque chose auquel nous ne devrions recourir
que lorsque nous sommes absolument certains qu'il n'existe aucune autre possibilité, que nous avons bien exploré toutes les autres options, en particulier la diplomatie, et qu'enfin, c'est la dernière chose qu'il nous reste. Et il y a eu tant de fois au cours du siècle dernier, Danny, où nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas exploré les autres possibilités. Nous ne voulions pas chercher d'autres opportunités, si on veut être franc et direct. Oui, néanmoins, c'est le coût à payer, et c'est là où nous en sommes. Alors, il va simplement falloir attendre de voir comment tout cela évolue avec le temps, et espérer que vous parlez de nouvelles idées et d'une plus grande ouverture d'esprit. Encore une fois, prenons un plus grand pied de biche et ouvrons un peu plus, pour que ça aille un peu plus vite, parce que nous en avons tous besoin. Merci beaucoup d'avoir apporté un éclairage aussi clair sur ce point. Oui, c'est un plaisir, Danny. J'ai hâte d'être au prochain. Espérons qu'on pourra utiliser ce pied de biche vidéo pour commencer à ouvrir la voie à de nouvelles idées. Tout à fait. C'est exactement ce que je défends. Merci beaucoup. Et merci à vous tous aussi. Dans environ 15 minutes, nous aurons une petite table ronde ici, avec Matt Ho et Kelly Vlahos, des amis de notre émission. Nous allons parler de la manière dont nous avons choisi les mauvaises guerres à mener. Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, comment diable en sortir? Nous le verrons dans quelques minutes avec Matt et Kelly. À tout de suite dans le Daniel Davis Deep Dive. Matt and Kelly. See you then on the Daniel Davis Deep Dive.